Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, elle marie philanthropie et business, son association qui finance les études des orphelines africaines et sa start-up aussi, Genderia, marie, mode et tech. On va à la rencontre de Kemi Adetu, une jeune leader nigériane qui défend l'ambition d'un continent. Il défend l'ambition d'une matière à lui tout seul, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, tu as une idée derrière la tech, ça tombe bien. On va parler de la course au supercalculateur qui se poursuit entre suprématie quantique et promesse de l'IA. Les machines surpuissantes vont-elles, attention, roulement de tambour, supplanter le cerveau humain? Alors, c'est vrai qu'elles vont de plus en plus vite. On parle d'1 milliard d'opérations par seconde. Mais heureusement, notre cerveau a encore beaucoup de mystères et bat encore souvent la machine. Et tu ne crois pas si bien dire parce qu'on va jouer avec notre cerveau bien humain aujourd'hui. Ça vous dirait de devenir maître du monde, tiens, ou de booster vos capacités de mémorisation, voire même d'améliorer vos relations sociales? Eh bien, on vous offre tout ça, messieurs, dames, grâce au mentalisme. Pour en parler, le mentaliste aux 2 millions d'abonnés, créateur de contenu, auteur de Hack ton cerveau et celui des autres, paru chez Albin Michel il y a quelques mois, Charlie Haït. Bonjour à vous, Charlie. Bonjour. Et Fanny Nussbaum, une habituée de l'École du Futur, docteur en psychologie, chercheuse en neurosciences. Vous tournez la psy en one-woman show. Vous revenez en librairie avec un nouvel ouvrage, sans concession, je dois vous le dire, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Ça vient de paraître chez Alizio. Bonjour Fanny. Bonjour Marjorie. On va parler de tout ça avec vous dans un instant, mais d'abord, focus. Women at Dior, c'est l'initiative de marque qui met les rôles modèles féminins à l'honneur. La maison de luxe a rencontré Kemi Adetu, businesswoman, entrepreneur social. Elle défend l'égalité femmes-hommes, la réussite économique de l'Afrique. Son portrait, c'est tout de suite, signé Xavier Terrade. Le 29 novembre 2022, Oluwaye Kemi Adetu a eu l'honneur de répondre aux questions de Dior, un privilège qui lui a été accordé pour parler de l'avenir des femmes leaders, après avoir été récompensée par le prix Women in Africa Young Leaders. Avant d'intégrer le groupe JP Morgan qui l'a menée à New York, elle a travaillé en finance chez Standard Chartered, en management consulting chez PricewaterhouseCoopers, en marketing digital chez Google et en investissement bancaire chez Goldman Sachs et Deutsche Bank. Un CV impressionnant qui ne doit pas faire oublier son côté philanthrope, car Kemi Adetu est surtout connue pour avoir fondé Glow Up, l'acronyme de Girls, Ladies, Orphans, Women United for Progress, une organisation non gouvernementale dédiée à l'accompagnement des orphelines âgées de 10 à 25 ans. L'évolution de l'Afrique et l'égalité des sexes sont les combats qui l'animent en permanence. En février 2020, elle a créé l'Africa Female Orphan Development Fund afin de financer les possibilités d'enseignement supérieur pour les orphelines africaines. Même si elle fait dans la charité, Kemi Adetu est surtout une femme d'affaires hors pair. Elle a lancé sa start-up Genderia, une entreprise de logistique qui vise à améliorer l'expérience d'achat des consommateurs de luxe en Afrique. Diplômée d'études en chimie médicinale au Royaume-Uni, la jeune femme s'était retrouvée première du Yahoo Finance Top 50 Future Female Leaders Heroes en 2019. Et voilà pour cette génération talent qui ne cesse de nous éblouir. Entre excellence des neurosciences et secrets de la psychologie, on va plonger dans le mystère du cerveau avec nos invités. C'est le Talk, première partie. Et avec nous aujourd'hui en plateau, Guillaume Gralet, évidemment, vous le savez, mais aussi Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, chercheuse en neurosciences. Et ce nouvel ouvrage, Fanny, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Ça vient de paraître chez Alizio, on va y revenir. Charlie Aide, j'ai fait la boumeuse complète dans le sommaire de cette émission, j'ai dit Aïd, il fallait pas. Donc Charlie, je vais vous appeler Charlie, ça ira plus vite, le mentaliste aux 2 millions d'abonnés, créateur de contenu bien évidemment, auteur de Hack ton cerveau et celui des autres. C'est paru chez Albin Michel il y a quelques mois. C'est vrai que vous avez développé tout petit une passion pour la psychologie et pour l'illusionnisme. Votre spectacle Souriez, vous êtes manipulé, s'est fait remarquer au Festival d'Avignon, c'était l'été dernier. Est-ce que vous êtes prêt à rééditer l'expérience pour l'École du Futur, tiens? Ah, bah avec plaisir, bien sûr. Alors, qui est-ce qu'on va choisir comme victime désignée volontaire de cette expérience? On va désigner quelqu'un au hasard parmi Fanny. Ça te dit, Fanny, qu'on fasse une expérience? À fond. Génial. Alors, on va faire quelque chose de très simple. J'aimerais que tu penses à une personne que tu apprécies, une personne que tu aimes, je pense, de façon sincère. Quelqu'un de proche à toi. T'as quelqu'un en tête? Oui.
Ok. Qui est cette personne pour toi, juste pour savoir Mon mari. Ton mari. Je l'aime, je crois que je l'aime. Je l'aime de façon sincère. De façon... Si c'est pas le cas, on va le savoir tout de suite avec Charlie. Je t'aime. Ok, super. Alors j'aimerais que tu imagines ton mari juste ici, comme s'il était là devant toi. Ok, non, c'est un amour sincère, ça se voit, tu vois, t'es très content d'imaginer. Alors tu l'imagines et j'aimerais qu'il t'appelle son prénom dans ta tête, comme si tu criais un peu son prénom pour l'appeler. Tu peux faire ça? Et là, tu vois, c'est intéressant ce qui se passe. Tu as mis une sorte de rythme assez binaire. Je dirais qu'il y a 2 syllabes dans le prénom. Tu peux me dire non si c'est pas ça, mais tu confirmes, c'est très cool. Bravo. Ok. J'aimerais que tu penses à une lettre au milieu du nom. Dans le milieu, de préférence, une consonne, ça sera plus intéressant, il y en a plus. Ok, tu vas penser à cette consonne et moi je vais te réciter l'alphabet dans le désordre. Et tu vas juste penser stop quand tu entends la lettre. Ok. Tu dis pas stop, tu penses stop et tu restes poker face. Ça peut être Z, Y, X, A, B, C, W, V, U, D, E, F, G, H, I, Q, P, O, J, K, L, N, M, T, S, R. Alors là, tu vois, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Si tu regardes à la caméra ou en rediff, en fait, tu as eu ce qu'on appelle un effet compensatoire. C'est-à-dire qu'une fois que la lettre est passée, tu as eu un peu ce soulagement de OK. Et donc tes paupières ont commencé à cligner beaucoup plus. Et ça veut dire que tu étais stoppé sur une lettre qui était proche. J'aurais dit un L, c'est correct? On est sur un L, génial. Alors je vais terminer par une dernière chose. Quand tu as crié son prénom, j'avais aussi quelque chose, mais j'avais pas forcément de R à l'intérieur parce que tu n'as pas contracté ta gorge. Je pense que c'est un prénom en 2 syllabes qui c'était un prénom masculin. Je vais tenter quelque chose. Regarde pas ce que j'écris, garde un peu de mystère. Et on va. Je fais plein de trucs comme ça, tu sais pas vraiment ce que j'écris. Fanny, est-ce que pour la première fois, tu peux me dire le nom de ton mari, de la personne à laquelle tu pensais, s'il te plaît? Donc c'est le moment, c'est là. C'est là, maintenant, là. Julien, on est bon, exactement. Bravo. Génial. Alors nous, on est vraiment littéralement comme des gosses avec Guillaume sur ce plateau. On est en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais bien qu'on débriefe cette expérience. D'abord, Fanny, qu'est-ce que vous avez ressenti sous les guidelines, la façon dont Charlie vous posait des questions? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un petit peu guidée quand même, ou téléguidée pendant cette expérience? Pas du tout. Pas du tout. Non. J'avais vraiment l'impression, comme dans une hypnose, que je me laissais porter par une conversation naturelle en fait, et j'ai pas saisi où était le truc, donc je pense que ça doit être bien fait pour ça. Charlie, justement, c'est ça le secret quand on est mentaliste et qu'on veut hacker le cerveau des autres, c'est justement garder ce rythme, ce flot de la conversation tout à fait naturel pour pouvoir mieux se projeter dans les neurones de celui qu'on tente de hacker. Il y a clairement quelque chose dans la façon de parler, dans la façon d'amener la chose. Et il y a aussi ce côté où tu as envie que la personne ait envie aussi de t'aider à réussir. Si c'est très en compétition et qu'elle veut vraiment t'avoir, il y a peu de chances en vrai qu'elle donne des informations. Mais là, Fanny a très bien joué le jeu. En restant poker face, elle a quand même participé activement. Donc ça donne beaucoup d'infos et c'est parce qu'elle joue le jeu aussi. Justement, vous nous apprenez à hacker notre cerveau, celui des autres, dans cet ouvrage chez Albin Michel. Hacker notre cerveau, c'est avant tout apprendre à apprendre différemment. Il y a une partie de ça, évidemment, de comment réussir à mémoriser différemment, à retenir comment fonctionne en fait le cerveau, parce qu'on n'apprend pas forcément comment ça fonctionne à l'école, je trouve, en tout cas pas assez. Donc il y a vraiment une partie effectivement de comment on se comprend pour réussir à être plus efficace, à apprendre, à mémoriser et en vrai à faire beaucoup d'autres choses aussi, mais oui, il y a clairement une partie de apprendre à apprendre qui est très important. 100 milliards de neurones, c'est le nombre de neurones qui est contenu dans notre cerveau. J'ai envie de dire 100 milliards de neurones et moi. Est-ce qu'il faut se relier à soi pour mieux se relier aux autres? Ça, j'en suis convaincu. Je pense que le meilleur moyen de comprendre ce que les autres ont en tête, c'est déjà de réussir à comprendre ce qu'on a dans la nôtre. Donc il y a vraiment cette idée de faire une sorte d'introspection pour comprendre comment on fonctionne dans des situations, pour comprendre nos réactions, etc. Et rien que le fait de savoir comment on fonctionne dans certaines situations, ça nous permet de comprendre comment les autres fonctionnent dans les mêmes situations. Puisqu'on l'a vécu, on sait qu'ils fonctionneront globalement de la même manière. Et c'est comme ça qu'on comprend que la personne peut être à l'aise, stressée, joyeuse ou plutôt triste, etc. On peut avoir beaucoup d'informations grâce à l'introspection. Ouais. Fanny, en psy, on peut parler d'effet miroir, justement, pour pouvoir, encore une fois, continuer à travailler ce lien et apprendre de soi en apprenant des autres. Oui, alors il y a un système cérébral qui s'appelle comme ça, qui s'appelle le système miroir. On appelle ça aussi les neurones miroirs. Et c'est un système qui est super bien fichu, qui a été découvert par 2 chercheurs, dont un Lyonnais et un Italien. Lyon représente.
qui s'appellent Jean de Séti et Giacomo Rizzolatti. On s'en fiche un petit peu, à vrai dire, même si non, c'est important quand même d'avoir Non, les c'est RF. important. Donc, voilà, donc de l'université de Parme, je crois, Giacomo Rizzolatti. Et donc, voilà, ces deux chercheurs, ils ont trouvé, je crois que c'était à peu près dans les années 80, je dis peut-être une bêtise là, ils ont trouvé qu'en fait, quand un macaque, on le voyait un autre en train de faire quelque chose et que lui ne faisait rien du tout, et ben en fait, il y avait, si par exemple il faisait un mouvement comme ça, et ben il y avait le même le système moteur qui s'activait aussi chez celui qui ne faisait rien du tout. Et donc c'est comme ça que petit à petit on a découvert ce système miroir, et ce système miroir en fait il nous aide à être en relation avec soi, avec les autres. C'est la base neurophysiologique de l'empathie, et c'est super important. Ce qui explique que pendant les confinements, par exemple, pendant la pandémie, quand on ne pouvait plus être relié à l'autre, on avait aussi cette impression de mal-être, cette impression d'être replié sur soi, et finalement, cette introspection, c'est pas facile à dire, forcée, était vaine. Je pense que la solitude forcée, d'une façon générale, c'est quelque chose de pas du tout bon pour l'être humain. Je pense que c'est important d'avoir des moments pour soi, mais quand c'est vraiment imposé, je pense que c'est là que ça peut être néfaste, complètement. Donc effectivement, dans ce cas-là, le cas du confinement, je suis très d'accord avec ça. Le meilleur médicament, c'est les autres. Oui, enfin, c'est la toile, en fait. Je vais pas lancer le débat sur Internet, est-ce que c'est un bon médicament, mais en tout cas, tout porte à penser qu'on n'est pas la somme de 8 milliards d'individus, mais qu'on est une grande toile que certains appellent un super-organisme, et que ce super-organisme, en fait, il vit en communauté. Enfin, c'est tout le super-organisme qui vit ensemble, et nous ne sommes que des petits éléments de ce super-organisme, et donc nous imprégnons du bien-être et du mal-être de ce super-organisme. Donc c'est vrai que le confinement a probablement été une coupure de cette connexion à notre environnement, quoi. Qu'est-ce que ça peut nous dire justement, tiens, pour l'école et pour l'éducation? Est-ce que ça veut dire qu'il faut considérer une salle de classe comme une micro-société où il y aura plein de cerveaux différents qui vont mettre leurs intelligences, et je fais très attention quand j'emploie le mot d'intelligence avec vous, Fanny, qui vont pouvoir justement se mettre en action et pouvoir composer ensemble cette envie d'apprendre, ce nouveau tissu d'interaction sociale? D'abord, Fanny, parce qu'encore une fois, ce terme d'intelligence, je vous en laisse la définition. Est-ce que c'est maintenant la définition ou non, oui, on peut y revenir. Pour celles et ceux qui auraient complètement loupé la première saison de l'école du futur, c'est dommage. Vous pouvez faire du replay. Voilà. Justement, quand on parle d'intelligence, on parle de quoi? Alors, la plupart des gens aujourd'hui, même ceux qu'on considère comme étant experts, vont vous dire, quand on parle d'intelligence, on parle d'une super capacité de raisonnement, globalement. Les surdoués précoces au potentiel zèbre, que moi j'appelle philo-cognitif, ces personnes-là sont censées être des personnes intelligentes, et très souvent, on va dire aussi qu'elles ont un haut QI. Ce qui, ça aussi, est discutable, mais voilà, pour décrire les grandes lignes. Moi, ce que je dis, c'est que tout ça, ces capacités de raisonnement de haut niveau, ça existe bien, évidemment, et donc je l'ai appelé philocognition, mais que ça n'est pas l'intelligence. Qu'en fait, l'intelligence, tout ça, toutes ces capacités, que ce soit les capacités de raisonnement chez le philocognitif, les capacités sociales, les capacités d'empathie dont fait preuve énormément Charlie pour son travail, voilà, toutes ces capacités qu'on peut avoir, des capacités athlétiques, etc., ne sont que des capacités. Et souvent, à tort, je pense, on les appelle intelligence. Et pourquoi je pense que ça n'est pas de l'intelligence? Parce que simplement, avec ces capacités, il y a des jours où on va être en état de pouvoir les montrer au mieux au monde, et puis d'autres jours où on ne va pas du tout être en état, et où même si on a une super capacité d'empathie, tout d'un coup, ce jour-là, parce que la personne nous impressionne ou autre, on ne va rien comprendre à l'autre, alors que c'est son super pouvoir. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence si ça n'est pas ça? Et un jour, dans ma salle de bain, j'ai eu Eureka, exactement, l'illumination et l'épiphanie, on pourrait dire. C'est beau. Je n'aurais pas mieux dit. Et je me suis dit, en fait, l'intelligence, ça n'est pas une capacité, c'est un état. Ça n'est pas structurel, c'est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être en état d'intelligence avec peu importe quel est son super
super pouvoirs, et puis d'autres moments où on ne va pas être en état d'intelligence. Et donc, pour moi, l'intelligence, et le summum de l'état d'intelligence, c'est la performance. Et quand on est en performance, on arrive à montrer le mieux d'une de ses capacités ou de ses capacités. Donc si je vous entends bien, l'intelligence, la capacité d'intelligence, l'état, d'intelligence, je dis capacité, c'est en gros, surtout pas, c'est un peu comme une batterie, comme une pile. Il y a des moments où on va être à 100% de cet état d'intelligence et d'autres un peu moins. Ça vous arrive, Charlie, de sentir que parfois, dans votre métier de mentaliste, vous allez être vraiment en interaction, vraiment pouvoir vous connecter, projeter cet état d'intelligence pour pouvoir justement être en connexion avec l'autre, et des moments où pas du tout. Il y a aussi des moments où Charlie Head se lève le matin en se disant « c'est pas un jour en état d'intelligence ». Alors, moi, je pense que je relie beaucoup ça à l'état de flow. Je sais pas si ça te parle. Complètement. Et il y a vraiment cette idée de quand tu arrives à rentrer dans le flow, et j'ai l'impression aussi plus tu vas rentrer rapidement là-dedans, plus tu vas être dans cet état d'intelligence dans lequel tu vas être très bon et dans ce que tu fais, dans ce que tu maîtrises et que tu connais parfaitement, donc tu vas pouvoir l'exprimer. Et il y a des jours où justement tu as du mal à rentrer dans cet état de flow, et c'est probablement les jours où tu n'es pas vraiment dans ton état idéal pour rentrer pour développer ta capacité. Et moi j'avais une question du coup sur la phylocognition. Ouais. Du coup, c'est ce que tu appellerais la capacité, c'est ce qui devient la capacité en fait de l'intelligence qu'on appelle communément. Oui, ce que d'autres appellent l'intelligence, moi je l'appelle, je dis que c'est une capacité de raisonnement qui est supérieure à celle des individus, on peut dire de la même classe d'âge, et ça n'est qu'une capacité. Donc on peut être un phylocognitif intelligent comme un phylocognitif con. Je vous laisse, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut classer Charlie dans les phylocognitifs? Je ne vais pas vous demander quelle catégorie du coup, c'est quand même dommage. Alors, état d'intelligence, là il est à fond. Ouais. Là, on peut dire qu'à ce moment précis, c'est un phylocognitif intelligent. Et après, peut-être qu'un jour je vais rencontrer phylocognitif con, on ne sait pas. Alors un mentaliste phylocognitif, ça se travaille le mentalisme ou c'est un don? C'est complètement du travail. Ouais. S'il n'y a pas de don, personne ne naît mentaliste. C'est vraiment une compétence en fait aussi qu'on acquiert en s'entraînant, en ratant beaucoup aussi au début sur ses parents très souvent. Papa, maman, si vous nous regardez. Et j'aime bien comparer ça à du piano. C'est vraiment comme quelqu'un qui va apprendre du piano. Il y en a qui vont être très bons en quelques mois, il y en a qui vont apprendre un morceau réellement dur en 2-3 ans. Et c'est un peu pareil avec le mentalisme. C'est une compétence qui est plus ou moins adaptée à certaines personnes, mais tout le monde peut être mentaliste. Et c'est ce que vous nous enjoignez justement à faire avec ce livre, Hack ton cerveau et celui des autres. Vous nous proposez soit d'être maître du monde, soit retenir la liste de courses. Ça peut aider, ceci dit, retenir une liste de courses pour pouvoir se préparer à être maître du monde. Juste ça, je dis rien. Vous nous dites aussi d'ailleurs, et vous passez par une explication très scientifique, avec les neurosciences, avec une meilleure compréhension en l'état actuel des neurosciences, j'y reviens, des secrets qu'on peut percer du cerveau. Vous nous parlez aussi de manipulation, la manipulation de l'information, les fake news. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau peut nous tromper à un moment donné? On veut s'y fier, on veut le croire, mais peut-être qu'il nous trompe. Complètement. Et ça, c'est très très lié en général aux biais cognitifs, qui sont littéralement des illusions d'optique, mais pour notre cerveau. Et au même titre que quand on voit une illusion d'optique, même en sachant que c'est une illusion, on ne pourra pas s'en défaire. Donc on a conscience de cette erreur, mais on ne peut pas non plus ne pas la voir. Là, c'est exactement ça avec des biais cognitifs, donc qui sont des failles du cerveau, et même en les connaissant, on peut tomber dedans, mais on peut par contre avoir le recul de se dire, ok, là je suis biaisé sur ça, et donc je prends ce recul-là parce que je connais la chose qui me biaise. Et c'est là qu'on peut avoir du coup un impact, on va dire, sur ces failles du cerveau. Prendre conscience justement de ces biais cognitifs, c'est déjà commencer à avoir un début de solution, notamment dans les cas de manipulation, d'infox, dont on parle beaucoup ici dans cette émission. Prendre conscience de soi en général, je crois que c'est bon. En revanche, le faire pour... que ce soit un apprentissage ou autre, mais enfin, là je comprends très bien dans la discipline de Charlie, je trouve ça vraiment très chouette d'essayer de lutter contre les biais cognitifs pour pas répondre du tac au tac, enfin du tac au tac à certaines questions qui demandent réflexion. Souvent on va vraiment pas passer par le raisonnement, mais tout de suite par ces automatismes mentaux qui sont des biais cognitifs. Mais en fait, ce que je prône, c'est plutôt l'instinct.
instinct. Je suis vraiment de la team instinct et pas raisonnement, justement. Et pourtant, je suis une philo cognitive pur jus. Mais pour moi, ce que j'explique là, dans l'art de l'excellence, c'est que je donne 4 lettres. Fear, ça fait F-E-A-R, donc la peur. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Mais comment donc, voilà. Pourquoi vous jouez à nous faire peur? Et je dis qu'en fait, pour être dans l'excellence, il faut développer ces 4 points. Le premier, c'est le flair, donc le F de flair. Développer son flair, sentir les choses plutôt que de raisonner. En fait, on sait que les processus, je ne vais pas vous raconter les détails, mais les processus les plus performants ou les gens les plus performants sont ceux qui écoutent le plus. Ma dernière étude le montre aussi, bientôt elle sera publiée. Sont ceux qui utilisent le plus leur prise de décision en situation incertaine, donc sans passer par le raisonnement. Donc le flair, s'entraîner tout le temps à avoir de l'intuition et à la transformer en instinct. Deuxièmement, le titre de mon livre, l'excellence. Donc toujours tendre vers l'excellence, c'est-à-dire toujours être prêt. C'est pas de la chance. Alors bien sûr, ça va se provoquer, mais c'est pas le truc pile ou face, hop, et puis allez, on essaye, et puis on voit si ça marche. C'est être prêt à tout. C'est Nietzsche qui disait je suis toujours à la hauteur du hasard. Donc essayez d'être toujours à la hauteur du hasard. Il faut que j'aille plus vite. Allez, on va sur le 3e point et après on ira faire un tour du côté. Je vais dire audace et rayonnement. Et ce sont les 3e et 4e points. Il faudra le lire. Et bien juste, il faudra le lire. Il faut aussi aller dans une deuxième partie du talk, dans l'école du futur. On va continuer à parler de cet art de l'excellence, du mentalisme qui peut devenir une force, littéralement, tout au long de la vie et tout au long des apprentissages. Mais on fait d'abord un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très philocognitif Édouard Denuot. Something's got Jesus. Dang happening. Jumping Jehoshaphat. We're out of this world. And not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum. Not unlike the way... 千万不要外逃，更不能使用电梯。我在地，蹲下或坐下，尽量去绝身体，降低身体重心。我们不知道地震什么时候会来，但学好地震自救知识，可以更好地保护自己和他人。 Sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, chercheuse en neurosciences, habituée de l'école du futur, mais qui revient avec cet excellent ouvrage sans concession, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes chez Alizio. Toujours avec Charlie Head, notre mentaliste préféré aux 2 millions d'abonnés, auteur de Hack ton cerveau et celui des autres. Oui, on va continuer à vous donner tous les secrets justement pour percer les mystères du cerveau. C'est aux éditions Albin Michel. J'aimerais bien réussir à faire du mentalisme avec lui, mais j'y arrive une fois sur 2. C'est Guillaume Gralet. Il a une idée derrière la tech.
Je vais voir si j'arrive à deviner le sujet de ta chronique. J'imagine que tu vas nous parler d'intelligence artificielle s'il en est, parce que tu veux nous donner la folie des grandeurs. C'est vrai que cette course au supercalculateur, aux super machines, elle est littéralement en marche, elle est en train de franchir un nouveau record. Oui, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup en ce moment que pour avoir une bonne intelligence artificielle, il faut des données. Si possible, ouvrir la recherche, c'est très important, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais également une belle puissance de calcul. Et on voit se dessiner de plus en plus de machines extrêmement puissantes. Et les dernières en date, notamment un supercalculateur qui s'appelle Frontier, qui a été installé aux États-Unis dans le Tennessee, eh bien, il peut réussir ce qu'on appelle l'exascale, c'est-à-dire 1 milliard d'opérations par seconde. Wow. En 2008, on en était à l'ère du pétaflop, c'est-à-dire on était à 10 puissance 15, et aujourd'hui on en est à 10 puissance 18 opérations par seconde. Ça me donne le tournis. Je ne sais pas si le cerveau de Charlie arrive à aller à 1 milliard d'opérations par seconde. Bien plus. Bien plus. Large. C'est une course de vitesse. Oui, on voit qu'elle mobilise évidemment les États-Unis, j'imagine qu'elle mobilise l'Europe aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un classement qui est publié plusieurs fois par an, qui s'appelle le Top 500, qui est notamment publié avec l'aide des chercheurs de l'université de Mannheim. Et là, en Europe, on n'est pas totalement à la ramasse. On savait qu'il y avait déjà un supercalculateur qui s'appelait Leonardo, qui était actif à Bologne, en Italie. Mais il y a un autre supercalculateur qui va être actif en Allemagne cette fois-ci, et qui s'appelle Jupiter. Hein, le E de Jupiter étant pour exascale, c'est-à-dire que lui aussi, il va être capable de dépasser cette fameuse barrière du milliard d'opérations par seconde. Ce qui est très intéressant pour faire vite, c'est son mode de consommation d'énergie, puisqu'on sait que ces supercalculateurs consomment énormément d'énergie, on les accuse de polluer énormément. Lui, il promet d'utiliser en partie de l'eau de pluie et de s'appuyer sur des éoliennes pour son fonctionnement. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. C'est une belle émulation, dis donc, cette course au supercalculateur. Mais ça sert à quoi, une super puissance de calcul? Voilà, c'est quand même une petite question qu'on se pose légitimement. Merci Mais en fait, en observant les utilisations de ces supercalculateurs, eh bien, j'ai rêvé, j'ai découvert pas mal de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait des chercheurs de l'université de Durham, notamment avec la NASA, eh bien, qui cherchent à savoir comment la Lune s'est formée. C'était il y a un peu plus de 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, et il faut prendre en compte énormément de paramètres. C'est là-dessus où ces supercalculateurs peuvent être très intéressants. Ça peut être très important également pour les prévisions météorologiques, mais également pour savoir quelles conditions, quels facteurs vont rentrer en compte dans le dérèglement climatique. On sait à quel point c'est très important. Il y a des simulations également basées sur la physique. Le monde de la finance et des assurances utilise énormément ce genre d'installation. L'intelligence artificielle, on en a parlé. Et puis très rapidement, en pleine pandémie, eh bien, il y a des scientifiques qui se sont appuyés sur Jean Zé. Jean Zé, c'est un supercalculateur qui est basé à Saclay pour essayer de contrer le Covid, essayer de voir quelles armes on pouvait déployer contre lui. Et vous le savez, quand on parle de tech avec Guillaume Gralet sur ce plateau, on parle évidemment aussi de politique et de géopolitique. Cette bataille des supercalculateurs, elle ne laisse indifférente aucune nation. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu également le Japon avec le modèle Fugaku. Le modèle Fugaku, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est installé dans un abri antisismique. Il doit pouvoir résister aux tremblements de terre. Et puis, on sait que les Chinois devraient lancer 2 modèles qui, eux aussi, seront supérieurs à l'exascale. Il y a notamment un modèle que je trouve très sympa qui s'appelle Milky Way 2, mais un autre Tianhe 2 dont le nom voudrait dire la rivière du ciel. Je trouve ça assez poétique. C'est beau, dis donc, de l'eau de pluie, la rivière du ciel. On continue sur notre métaphore. Ce qui pourrait changer la donne, justement, tiens, en matière de super calcul, même si on ne parle pas que de vitesse quand on parle d'informatique quantique, c'est justement cette suprématie quantique. Tout le monde essaie de l'atteindre. Ouais. Personne n'y arrive pour l'instant. Oui, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on va arriver à des barrières en termes de composants, en termes d'espace entre les circuits électriques. Et on a envie de s'appuyer sur cette fameuse physique dont on a aperçu les contours au début du XXe siècle, au congrès de Solvay, notamment avec énormément de chercheurs très intéressants. Et ça a été un peu réveillé par un physicien américain absolument génial qui s'appelle Richard Feynman. Eh bien, il explique que si on y arrive, eh bien, cette fameuse physique quantique, on est à l'ère du subatomique, c'est-à-dire qu'on a totalement un autre paradigme avec des principes notamment d'incertitude où on ne sait pas véritablement
dans quel état est la matière, eh bien, on va pouvoir multiplier encore par 1000 les performances des supercalculateurs. On n'en est qu'à l'ère de la simulation, mais on voit que là aussi, eh bien, il y a une bataille entre la Chine et les États-Unis pour y arriver le plus vite possible. Qui sera le chat de Schrödinger? C'est un peu la question qu'on se pose entre la Chine et les États-Unis. Bien, ça vous inspire, ça j'imagine, Fanny et Charlie, cette vitesse de calcul que tout le monde essaie d'atteindre, cette informatique quantique dont on essaie là aussi de percer les mystères. C'est vrai qu'on fait souvent le parallèle entre l'augmentation des machines et l'augmentation du cerveau humain, entre le fait que l'intelligence artificielle est parfois emprunte aussi des réseaux neuronaux calqués sur le cerveau de l'homme, avec un grand H. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu la tête, Fanny? Je sais pas, à vrai dire. En fait, ce que je me dis moi, c'est que, ou ce que je dis à mes enfants, c'est que c'est là et que on peut pas arrêter le mouvement, même si certains ont proposé d'arrêter pendant 6 mois. Je crois que voilà, le mouvement il est là et je crois qu'il faut faire avec et que c'est à nous d'essayer d'utiliser au mieux ces outils. Après, il faut savoir s'ils vont nous supplanter ou pas. De la même façon, connaissant un petit peu le cerveau, je peux dire que ils nous ont dépassé depuis déjà longtemps ces outils pour justement le raisonnement algorithmique tel qu'on le connaît, calculer, avoir de la mémoire, etc. Ça, on est loin derrière et on le sera toujours plus. Donc là où nous, pauvres humains, nous pouvons faire la différence, c'est avec une personnalité, c'est avec de l'instinct, c'est avec tout ce qu'il y a de plus animal en nous. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut qu'on se remette à aller chasser dans la forêt, mais pas loin. Voilà, je crois qu'il faut qu'on mette en avant ce qu'on a de différent. Comme nous, Français, par exemple, je crois que notre vraie différence, c'est la philosophie. Je crois que nous sommes depuis presque la nuit des temps des philosophes en puissance. Je crois aussi que s'il y a une grande puissance économique aujourd'hui, évidemment, ce sont les États-Unis, mais que s'il y a une grande puissance philosophique qui s'ignore, c'est la France. Et devenir de grands philosophes, pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai pu tester de la philosophie chez ChatGPT, par exemple, ou de ces super calculateurs, je crois que ça manque encore justement d'instinct, de finesse et de nuance, si je vous entends bien. Justement, si on reprend votre définition de l'état d'intelligence, une intelligence artificielle, elle peut être dans cet état-là ? Oui, quand elle est en état de fonctionner, on peut dire qu'elle est en état moyen d'intelligence. Quand elle fonctionne encore mieux que ce qu'on attendait d'elle, elle est en état de performance. Donc on peut parler, en fait, je crois que ce qui est bien dans le modèle que je propose de l'intelligence comme un état, c'est que ça s'applique à tout. C'est-à-dire que si on dit que l'intelligence, pour le dire rapidement, c'est un QI élevé, comme le disent beaucoup de mes pairs, alors va faire passer un test de QI à une fleur qui pousse dans le désert, tu vois. Pardon, vous voyez. Je vois, tu vois, nous voyons. Mes amis. Donc, voilà, l'intelligence, quand vous dites qu'il s'est passé quelque chose de très intelligent dans la nature, vous ne parlez pas d'un test de raisonnement de QI, vous ne vous dites pas qu'elle a su réfléchir, la plante. Non, c'est une sorte de réorganisation, encore une fois, de ce super-organisme qui a trouvé sa voie, qui a réussi à extirper le meilleur de sa réalité et à montrer le meilleur de ses capacités. Charlie, c'est vrai que cette guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, ça confine un peu au clickbait. Parfois, on aime bien faire ses unes et ses grands titres en se disant que l'IA va supplanter le cerveau humain. On ne va pas peut-être aller jusque-là, mais est-ce que c'est une matière dont vous vous servez justement aujourd'hui dans la pratique de mentaliste ou dans vos expériences ? C'est intéressant. Alors, j'ai aussi un peu testé l'IA avec le mentalisme, surtout sur l'aspect code reading. Donc, c'est ce qu'on appelle de la lecture à froid. C'est un peu le super pouvoir de Sherlock Holmes. Donc, c'est comment déduire des choses en observant les gens. Et je me suis dit que, un peu à la machine de Turing, si je rentrais toutes les paramètres de départ d'une personne, de ce que j'observe, elle serait capable de me déduire quelque chose d'assez pertinent sur la fin. Alors, avec ChatGPT et d'autres outils que j'ai pu tester, ça ne fonctionne pas du tout. C'est des très mauvais résultats. Ils vont souvent aller dans l'effet Barnum, donc de ce qu'on connaît bien des horoscopes, etc. Donc, de ce côté-là, ça ne fonctionne pas vraiment. Par contre, sur l'aspect productivité et utilisation dans le travail en tous les jours, c'est très très efficace.
même avec tous les prochains outils que Google a annoncés, etc. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Et sur le gain de temps, etc., là, c'est sûr que ça fait une vraie différence. Ouais. Donc moi, je m'en sers plutôt sur ce côté-là. Sur l'aspect mentaliste, on va encore attendre un petit peu, je pense. Ouais. Guillaume ? Là, très rapidement, effectivement, en termes de puissance de calcul, là, on a effectivement la folie des grandeurs. On voit que la machine est supérieure à l'homme, mais il manque énormément de choses. Hein. Très vite, il y a beaucoup de questions sur la conscience, sur les émotions. Il y a quand même des vraies questions à se poser aujourd'hui. Moi, on pourrait comparer ça, je pense, à l'énergie atomique, qui peut servir pour faire beaucoup de bien et nous éclairer, par exemple, ou nous chauffer, mais également beaucoup de dégâts. C'est une capacité, c'est une technologie qui est supérieure à celle du chemin de fer, par exemple, parce que c'est une technologie qui a la capacité de prendre des décisions, enfin, qui pourrait, si on la laisse faire, prendre des décisions. Et c'est là-dessus où on peut avoir un peu peur, je pense. Eh bien merci finalement pour cette discussion justement sur la guerre des intelligences. On va peut-être y revenir aussi dans la deuxième partie du talk. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, science sans excellence aussi. C'est ce que nous dit Fanny Nussbaum. C'est la deuxième partie du talk. Et Fanny, vous revenez en librairie avec cet ouvrage, je le disais depuis tout à l'heure, sans concession, mais c'est vrai. L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes, 40 commandements pour agir avec grandeur. C'est un livre où vous allez dénoncer une certaine dictature des soft skills, de la communication non violente, d'une tendance finalement à la mercantilisation du développement personnel. L'excellence est un gros mot. Alors, pour revenir, sur... Oui, l'excellence est un gros mot, pardon. J'étais déjà sur mon développement. Vous étiez en train de boire mes paroles. Je me sentais en état d'intelligence. C'est vrai, et moi, fou. Donc, l'excellence est un gros mot. Je crois que oui, aujourd'hui, hélas, l'excellence est un gros mot. Excellence, performance. Même quand j'avais sorti mon livre Le secret des performants, il y a même une journaliste d'un journal très renommé qui avait annulé notre interview en me disant non, le titre, c'est pas passé dans ma rédaction. La performance, c'est trop clivant, etc. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du tabou ou du politiquement très incorrect que de parler d'excellence et de performance. Mais pourquoi est-ce que ça nous choque à ce point-là, finalement, aujourd'hui, d'utiliser, encore une fois, ce driver qui est l'excellence, qui peut nous tirer vers le haut. Vous nous dites aussi quelque part dans cet ouvrage que finalement on préfère parfois s'en remettre à un petit peu du coton, enfin, ce côté soft skill, ce côté très enveloppant, ce côté très doudou du développement personnel, plutôt que de faire face aux véritables problèmes, aux véritables questions, et de se mettre un peu un coup de pied aux fesses parfois. Oui, alors en fait, quand j'attaque les soft skills, par exemple, c'est pas, je dis pas que les soft skills c'est pas bien. Je trouve que c'est très bien de vouloir développer ces soft skills. En revanche, ce que j'apporte, c'est que la communication non violente, les soft skills, etc., ce sont des stigmates d'une société qui veut à tout prix mettre en avant la vulnérabilité de l'humain. Et en fait, toute cette guimauve me barbe, pour ne pas dire autre chose. Oui, j'avais compris. Mais elle me barbe d'autant plus en tant que psychologue, puisque je suis aussi psychologue clinicienne et je reçois des patients tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté chez mes patients. C'est toujours cette idée, mon enfant, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Je veux pas attendre plus de lui. Et on se sent un bon parent quand on dit des choses comme ça. Non, tu t'attends pas plus de lui, en fait. Et donc, si ton enfant, il se retrouve à 40 ans chez toi, pas de travail, pas marié, rien, et qu'il est heureux, il est bien, s'il te dit lui-même qu'il est heureux, alors c'est OK. Ah non, alors là, c'est pas complètement OK. Vous voyez, donc il y a cette idée que quand on est vulnérable, quand on est dans la communication non violente, c'est-à-dire qu'on va pas élever le ton, on est quelqu'un de sage, quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui montre sa vulnérabilité. Et ça, je pense que pour notre société globalement et pour nos individus, enfin pour nous tous individuellement, ça n'est pas bon parce que il y a cette idée de les premiers seront les derniers. On a déjà lu ça quelque part. Cette idée que quand on est quelqu'un de fragile, de vulnérable, on est quelqu'un de bien. Et donc, on communique toujours là-dessus. Et notre société, alors moi je dis qu'elle se féminise, mais pour moi c'est pas une question d'être un homme ou être une femme, mais il n'y a
que des codes féminins, j'ai l'impression, dans notre société. La communication non violente, la rondeur, les soft skills. Un homme qui est un homme bien, c'est un homme qui est hypersensible, qui montre sa sensibilité. C'est vrai aussi, mais pas que. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va montrer en priorité de l'homme bien. Si je vous entends, on a l'impression que vous dénoncez aussi un certain nombrilisme psy. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est pareil pour le développement personnel. Donc, ce que vous disiez, c'est vrai que j'attaque le développement personnel, mais ce que j'attaque, c'est pas le fait qu'on pratique le développement personnel. Ça, je trouve ça très bien. Mais le développement personnel, normalement, c'est l'antichambre de la philosophie. Et là, on fait plus de la philosophie, on mécanise comment qu'on va faire pour être un meilleur chef d'entreprise, un meilleur ceci, cela. Et puis, on va utiliser 2-3 trucs de philosophie, de psychologie pour faire une méthode pour... Mais il n'y a pas l'esprit derrière, il n'y a pas le grand esprit de faire de l'homme quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est ça que nous dit l'existentialisme, c'est ça que nous dit Nietzsche. C'est vraiment amener l'homme vers alors souvent, on se moque quand je dis ça, mais parce que c'est l'immersion, C'est hyper meilleure, et on se moque. La meilleure version de soi-même. C'est ça. Merci. Exactement. Oui, je suis arrivée. J'ai fait du mentalisme moi aussi. J'ai extrêmement bien absorbé les conseils de Charlie. D'ailleurs, j'ai envie de revenir vers vous, Charlie, parce que ça nous ramène au début de notre conversation. Finalement, ce que Fanny nous dit aussi, c'est qu'on n'a jamais autant misé sur le développement du moi tout en s'éloignant du nous. Donc, on s'ampute finalement de ce qui nous relie. Or, c'est très important pour vous de regarder aussi en miroir dans le cerveau de l'autre. Il y a cette interaction, cette émulation qui est stimulée par l'excellence qui nous permettrait peut-être d'y revenir aussi à ce lien, à ce liant. C'est intéressant, c'est sûr que oui, de ce côté-là, avec le côté lié à l'excellence, mais je pense aussi qu'il y a... Enfin, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus une quête personnelle aussi dans le côté de l'excellence, de se dire... d'essayer de mettre plus de sens encore dans sa vie et de pas juste se contenter de ce qu'on a, etc., d'aller plus loin. Et ça, c'est intéressant, mais c'est aussi un côté assez personnel. Et en même temps, il y a un côté liant aux autres aussi, parce que ça peut inspirer les autres, etc. C'est très intéressant. Moi, il y avait un côté sur la vulnérabilité. Je voulais rediscuter avec toi. C'était sur la définition, je pense, exactement. Et moi, j'aime bien le côté vulnérabilité dans le sens où c'est souvent lié à des actions qui ont un fort taux de rejet possible. Par exemple, si on va voir une personne qu'on trouve, qui nous attire, par exemple, qu'on va lui dire que je la trouve belle ou qu'elle me plaît, il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter. C'est pour ça qu'on n'ose pas faire ces actions-là, parce qu'on a peur du rejet. Et ça, c'est une action vulnérable, mais qui nous challenge et qui nous fait progresser. Donc je trouve que dans ce sens-là, c'est bien. Et du coup, je voulais voir dans quel sens, toi, du coup, quelle était plutôt la définition où tu penses qu'elle serait néfaste, entre guillemets. Il ne serait pas extraordinaire chroniqueur, Charlie. Mais moi, je vote pour Charlie Head dans cette émission. Vous êtes ici chez vous. Vous sentez bien. Avec plaisir. En fait, ce contre quoi je lutte ou je m'insurge, c'est la vulnérabilité comme un étendard, comme un outil marketing, en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde fait de sa vulnérabilité un outil marketing. Il y a un post LinkedIn où on va dire, je sais pas, on va se montrer avec une gueule cassée en disant je me suis retrouvée à l'hôpital, bam, il va faire je ne sais combien de dizaines de milliers de vues, etc., etc. Les livres qui souvent sont des best-sellers sont souvent des comment j'ai vécu tel truc horrible à 12 ans, etc., etc. Donc, il y a cette valeur. Et puis, les gens alimentent, c'est-à-dire que moi je pense toujours à mes enfants, c'est vraiment mon premier focus, ce sont mes enfants, et je me dis voilà quel exemple ça leur donne quoi, quand à chaque fois non seulement que quelqu'un montre sa vulnérabilité, il est taxé de courage, alors que pour moi il n'y a pas de courage à montrer sa vulnérabilité, pas plus pas moins qu'à montrer sa force, hein. Donc il est taxé de courage et il est beaucoup valorisé, il est beaucoup mis en avant, et quand en revanche il dit je sais pas waouh, je suis vraiment super fière de moi, j'ai été le plus fort, etc., bah là on va lui dire écoute, la ramène pas quand même, ou vous savez quand on dit lui dites pas trop qu'il est beau, hein, parce qu'après il va finir par le croire. Bah ouais, en fait j'aimerais bien qu'il finisse par le croire, ce serait chouette. Donc voilà, il y a ce truc là avec la vulnérabilité qui est maintenant un outil marketing, et peu de temps on a discuté un tout petit peu avec Charlie avant de
de commencer. Vous n'avez pas de l'expérience. Hein. C'était réalisé en tout cas. Je reviens quand même non. aux fondamentaux. Oui, tout à fait. Non, on a été vraiment honnête du début à la fin. Je garantis de moi-même. Donc, on parlait de LinkedIn. J'ai participé à un super de challenge LinkedIn qui était vraiment super intéressant, où il fallait qu'on publie tous les jours. Donc, c'était très sympa. Et puis, il y avait des formateurs des genres de chefs de file qui nous ont fait des petites masterclass qui, pour l'immense majorité, étaient super intéressantes. Et il y a une jeune femme qui nous a fait une masterclass, elle aussi super intéressante, mais où vraiment le clou du truc, c'était de dire mettez en avant votre vulnérabilité. C'était vraiment un outil pour communiquer correctement. Et elle nous disait, moi par exemple, j'ai vécu une dépression, j'ai montré à tout le monde ce que je vivais, comment j'étais dans mes moments difficiles, j'ai montré les médicaments que je prenais, etc., etc. Et je trouve qu'en soi, bien sûr que c'est intéressant et que ça peut aider certains qui se retrouvent dans cette situation, mais à grande échelle, avoir cette culture de la vulnérabilité comme étant vraiment le truc extraordinaire de notre société, ça fait des gens qui préfèrent dire non, moi l'essentiel c'est que mon fils soit heureux et pas j'ai envie qu'il fasse de grandes choses. Donc pour vous, l'important, c'est de remettre le curseur entre vulnérabilité et excellence. Le fait aussi de ne pas utiliser cette vulnérabilité de façade pour se masquer derrière une absence de progression. Au contraire, savoir mieux justement l'intégrer, l'absorber, la faire soi pour pouvoir en faire une excellence. Merci infiniment Fanny Nussbaum. On vous lit évidemment chez Alizio, en librairie en ce moment, avec l'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. On vous retrouvera sur scène aussi dans vos One Woman Show, conférences, psy et neurosciences. Merci évidemment à Charliette qui va rester avec nous du coup dans l'école du futur, c'est bien compris, pour la prochaine saison. Hack ton cerveau et celui des autres, c'est chez Albin Michel, c'est paru il y a quelques mois. On vous retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, avec vos créations de contenu. Et Guillaume Gralet, merci pour l'ensemble de ton œuvre. Non, monsieur, vraiment, ça me fait j'ai appris plaisir. beaucoup de choses. J'ai pris des notes. C'est vrai, c'est bon. J'ai pas écrit Julien, mais j'ai... Tu nous feras une démo la prochaine fois. Allez, nous on se retrouve demain pour d'autres aventures et ça se passe toujours sur School TV dans l'école du futur.